les idées innovantes et ambitieuses se trouvaient aussi dans les territoires les plus isolés et dépeuplés de France. Comme le plateau de Millevaches, en Limousin. 14 habitants au kilomètre carré. Loin de tout, on ne fait rien seul ici. Comme à Pigerolles, en Creuse, un bourg de 85 habitants, où depuis 3 ans, des jeunes agriculteurs rêvent de transformer les contraintes du territoire en opportunités. Ensemble, ils se lancent un défi et ouvrent une nouvelle voie pour faire de l'agriculture autrement. Je suis installé depuis 99, donc je suis encore un jeune agriculteur, mais déjà installé depuis très très longtemps. Je me suis installé avec mes parents sur une ferme qui pratiquait déjà de l'agrotourisme, puisqu'on avait une ferme auberge. Et en fait, on s'est installé sur un projet de transformation à la ferme. Ça fait déjà 15 ans qu'on fait de la transformation à la ferme avec un laboratoire agréé CE, où on transforme la quasi-totalité de notre production. Donc que des races issues du Limousin, vaches limousines, brebis limousines, porc noir du Limousin, et depuis maintenant 4 ans, du porc blanc sur paille, et on est en bio, toutes les productions, depuis 6 ans. Je viens de Lorraine au départ, j'ai pas mal bougé pour les études, le boulot, et je suis arrivé ici il y a 4 ans. Dans l'idée d'arriver dans un territoire de campagne avec de la nature, des champignons, du calme, et malgré tout des choses à faire. Et ici, ce territoire va bien pour ça, parce que c'est un territoire qui est dynamique. Et dans l'idée de m'installer également pour faire du maraîchage, en fait, puisque après avoir bossé quasiment 10 ans dans du développement agricole, en fait, j'avais envie de faire par moi-même et de mettre en application mes idées, mes idées sur les modes de production agricole. En agriculture bio, on parle comme principe fondateur qu'il faut nourrir le sol pour nourrir la plante. Et c'est vraiment le genre de principe que j'aimerais bien réussir à mettre en œuvre et développer, quoi. Venez là, les petits loups. Alors, les petits loups. Là. J'ai repris l'exploitation familiale en 4e génération avec Sabrina, donc ma compagne. Voilà, moi là. Donc on est en conversion bio donc depuis le mois de juin. On a 85 vélages pour 220 hectares, tout en race limousine, donc en production broutard, principalement broutard, quoi. Un petit peu de repro, mais succinct, on va dire. On est devenu un territoire, le plateau de Millevaches, au point de vue agricole, qui fait exclusivement que du broutard. Et donc le broutard, il est exporté en Italie. Donc c'est très fragile en fait. Il suffit que les Italiens disent « nous, on veut plus de broutard ». Et l'économie agricole du plateau de Millevaches se pète la gueule, quoi. L'idée du projet, c'est aussi de montrer que voilà, c'est pas une finalité le broutard. On peut aussi finir des animaux sur place, on peut avoir d'autres productions, du poulet, du cochon, du maraîchage, c'est possible. Enfin, tout ça, c'est possible. Et on est sur un territoire dur, on est à 900 mètres d'altitude, avec des contraintes climatiques, des contraintes de sol. Mais on espère qu'on va pouvoir prouver avec notre projet qu'on peut passer outre ces contraintes. C'est avec l'installation d'un méthaniseur dans la ferme de Joigny qu'ils parient tous sur une autre agriculture. La méthanisation permet de réaliser une boucle vertueuse en transformant des déchets agricoles en ressources alimentaires, difficiles, voire impossibles à obtenir ici, en agriculture bio. Une boucle verte, écologique, inespérée, en béton gris pour l'instant. C'est pas si grand que ça, c'est vrai que c'est impressionnant quand on est en dessous, mais... Ça fait quoi, 500 mètres carrés, hein, ouais, au sol, ouais. c'est pas non plus immense. Non, mais c'est bien, tu vois, c'est par rapport à tous ceux qui ont peur que ce soit une usine, un truc immense. Voilà, c'est pas... c'est des gros composteurs, quoi. En plus, toi, c'est plus petit qu'un bâtiment photovoltaïque. Oui, ça se voit pas de l'extérieur. C'est intégré, puisqu'en plus on les verra quasiment de nulle part, parce que il est entre les deux bâtiments. Ça va couper du vent en plus.
J'aurais gagné ça, toi, parce que là, c'était... Parce que là, t'as un sacré couleur. Ah ouais, non, mais là, c'était infernal, là. Non, mais c'est pas excessif, quoi. Non. Et puis, dans 20 ans, quand EDF il rachètera plus l'électricité, on pourra faire une boîte de nuit, toi. Il y aura C'est ça. 4 ambiances. La méthanisation, c'est possible si on a des déchets. En termes de déchets, on parle de fumier qui était valorisé normalement, ou déchets verts, déchets de tonte. Voilà. Donc le principe, c'est on prend ces déchets et on les met dans un méthaniseur. On les chauffe à 40 degrés, ça fait du gaz. Ce gaz sert à faire tourner un moteur de cogénération, comme une voiture qui tourne au GPL. Le moteur, en tournant, produit de l'électricité. Cette électricité, on la revend à EDF. Et le moteur, en tournant, produit de la chaleur. Donc on récupère cette chaleur, on l'injecte sur un réseau de chaleur, et avec cette chaleur, on peut créer de nouvelles activités. Donc un séchoir pour sécher des céréales, du foin, de la luzerne ou des plaquettes forestières qui partent après pour alimenter d'autres réseaux de chauffage, ou du maraîchage en chauffant des serres, ou en chauffant des poulaillers, ou voilà. Le contact, il s'est fait un peu naturellement, en fait, comme on est un petit village, on discutait ensemble le soir, on allait boire un coup au bar derrière, et voilà, il savait que moi je voulais m'installer en maraîchage, je lui disais, c'est un peu compliqué, parce que là, quand je vois le temps qu'il fait, faire pousser des légumes ici, ça va pas être simple. Et voilà, et lui de son côté, il réfléchissait à la question de la méthanisation, et comme ici en fait on peut pas valoriser le gaz directement puisqu'il n'y a pas de réseau de gaz urbain, il était obligé de valoriser en produisant l'électricité, mais qui dit production électrique dit production de chaleur. Partant là, lui il se retrouvait avec une chaleur, et il savait aussi que moi c'est le genre de choses qui pouvait m'intéresser pour pouvoir développer mon activité. Donc après, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Il est venu, je crois que ça devait être un mois de mars, il débarque un soir, il me dit tiens, je monterais bien un méthaniseur, j'ai de la chaleur, est-ce que tu voudrais pas monter des serres à côté pour faire des légumes? Et puis ça s'est fait quasiment aussi simplement que ça, quoi. Comme il faut que je sois à proximité du site de production de chaleur pour pas qu'il y ait des réseaux de chaleur qui fassent 500 mètres ou 1 kilomètre, il me met à disposition du foncier. Pour lui, ça représente pas grand-chose, mais en même temps, c'est quand même des bonnes terres et à proximité de la ferme. Donc c'est quand même aussi... on peut faire ça parce qu'on a des intérêts qui sont convergents, quoi. Après, on a acheté aussi là en début d'année un demi-hectare en fait, où on a discuté avec un couple de personnes âgées dont la famille vient d'ici, et en fait ils ont été plutôt compréhensifs et ouverts, et ils ont bien voulu nous vendre cette petite parcelle parce qu'il y avait un projet d'installation agricole par des jeunes dans un village qu'ils aiment bien sentimentalement. Enfin, voilà, il faut tomber quand même un peu sur des bonnes occasions pour lever ces difficultés-là. Et encore ici, on n'est pas sur des zones où il y a beaucoup de pression foncière comme ça peut être dans les zones périurbaines, quoi. L'origine du projet, c'est tout simplement que Joanie est venue me demander si je pouvais apporter mon fumier dans son projet de méthaniseur. Donc de là, on est parti à parler, et Joanie cherchait comment valoriser la chaleur, et en même temps, on pensait diversifier. Donc là, ça nous a fait tilt. J'ai eu l'idée de faire des poulets, quoi. Faire de la volaille, utiliser cette chaleur pour les poulaillers. Ce projet est aussi un gros challenge du fait que 95% des agriculteurs sur le plateau, c'est des éleveurs de bovins. Et donc on a envie de leur montrer qu'on pouvait faire autre chose, quoi, tout simplement. Tu vas avoir un départ pour le poulailler, là, donc le circuit régulé, un départ pour toi. Dès que ta vanne ici va s'ouvrir pour dire j'ai besoin de monter en température, tu as de l'eau chaude disponible tout de suite. Et s'il fait moins que 0 à l'extérieur? S'il fait moins de 0... Tu es parti à moins 15. Ouais. Voilà, plus 2 dans le plus moins 15. À moins 15 degrés. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, plus 2, moins 15. Voilà. Après, c'est une température, c'est sur les températures moyennes trentenaires, donc il se peut que tu tombes, je pense que ça arrive souvent. Sur un moins 25, ça peut arriver. Oui, ça arrive. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, sur le moins 25, pour tenir plus 2, ça va peut-être... Et souvent, le moins 15, c'est moins 15 la journée, quoi. Enfin, toi, c'est pas le matin. Et avec moins 15, avec du vent à 60-80 km/h. Donc,
Donc il faudrait peut-être voir ce détail aussi, s'il faut peut-être pas repartir sur une température un peu plus dégradée. Souvent en agriculture, on va opposer l'agriculture productiviste à l'agriculture paysanne, le gros tracteur, la ferme industrielle aux petits paysans en traction animale. Je trouve que c'est un peu des images d'Épinal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des systèmes qui sont intégrés dans leur territoire, qui respectent l'environnement, qui respectent les liens sociaux, mais qui en même temps permettent aux gens de vivre décemment et qui, malgré tout, ont un objectif de production, de production malgré tout conséquente. Et c'est toujours la difficulté en fait de vivre de son activité en agriculture. On est quand même sur des secteurs qui sont assez peu rémunérateurs et travailler plus de 70 heures par semaine pour gagner même pas le SMIC. Moi, ça me pose un problème d'éthique, quoi. Je trouve que c'est intéressant d'essayer de développer des voies qui essaient de concilier un peu tous ces aspects et de pas se cantonner dans des visions un peu dogmatiques de ce que devrait être un bon ou un mauvais système agricole. Je trouve ça un peu caricatural et je me retrouve pas là-dedans, quoi. Sylvie, la compagne de Joigny, a vendu sa boutique de piercing tatouage qu'elle avait à Aubusson pour suivre une formation d'agricultrice et rejoindre l'aventure. Très motivée par la création d'un magasin de producteurs et d'une ferme auberge sur le futur site. Du déchet à l'assiette, la boucle s'agrandit. Donc voilà la maquette du futur lieu de commercialisation des produits de tout le monde. Tu t'es bien amusé. Donc l'idée, les gens ils vont aller visiter sur le site ce qui se passe, les serres, les poulaillers, les cochons, etc. Et ils vont voir ce bâtiment, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, justement, c'est la salle de restauration, c'est le coin bar pour accueillir les gens, c'est un coin terrasse et c'est une boutique où tous nos produits, seront vendus. Moi, je suis plutôt partie sur restaurant à la ferme, parce que ferme auberge, le cahier des charges était un petit peu pénible. Et même sur la déco, tout ça, ferme auberge, c'est à l'ancienne. Alors, il faut que tu accroches la tête de sanglier. C'est ça, le chevreuil, il faut tout ça, le vieil bâtisse en pierre. Le renard, avec machin, tout les ça, c'est poutres pas possible. apparentes. T'es obligé de servir avec les sabots, Ouais, c'est ça, traditionnel. le petit nœud dans les vaches et tout. Non, mais c'est presque là. Mais le problème, c'est que du coup, toi, t'as plus de ferme auberge en Creuse. Oui. Tu m'étonnes. C'est plus un herbitant. Non, mais il y a possibilité peut-être d'avoir une dérogation. Ouais. D'avoir une ferme auberge dans un espace neuf. Non, après, l'avantage de Bienvenue à la ferme, c'est le réseau, quoi. C'est une communication nationale avec un site internet national. D'accord. Et du coup, mois d'avril, vous attaquez la construction et 2 mois après... Bon, parce que c'est une construction rapide, vu que c'est des panneaux tout faits à l'avance, en atelier. Et après, sur le financement autre, on est en train de travailler de notre côté pour voir comment on peut faire. Voilà. Il n'y a plus qu'à. En règle générale, quand tu montes des gros projets comme ça qui passent le million d'euros, il faut avoir en gros entre 45 et 55 ans dans le milieu agricole. Parce que tu as fini de payer tes emprunts d'installation et tu repars sur 15 ans avant la retraite où tu peux encore refinancer un projet, quoi. Et puis bon, comme tu as déjà tenu 20 ans ou 15 ans, tu es viable, quoi, pour une banque. Pour ma structure, on est sur rien que la partie méthanisation, un peu plus d'1 million d'euros. Et sur tout ce qui est à côté, aménagement de la méthanisation, le réseau de chaleur, les bâtiments pour stocker, le séchoir, je rajoute 500-600 000 euros. Après Gaël... Moi, je fais un peu plus de 150 000 euros d'investissement. Et pour ma part, il y a 240 000 euros de bâtiments plus 140 de panneaux photovoltaïques. Donc en tout cumulé, à peu près 2 millions d'euros, auquel il va falloir rajouter le resto et le point de vente des produits, là, où on va, je pense, rajouter encore 350 000 euros ou 400 000 euros, quoi. Donc on est sur un projet de 3,5 millions, quoi. Là, comme l'activité du méthaniseur de Joigny dépend du fait que nous, on fonctionne en consommant sa chaleur, mais comme notre production dépend aussi de la chaleur que va nous fournir Joigny, tout ne dépend pas d'une seule structure juridique. Et ça, pour une banque, ils ont peur de perdre un peu les moyens de contrôle et de multiplier les facteurs de risque. Donc, effectivement, vis-à-vis des banques, ça a été un peu compliqué à faire comprendre.
Après, finalement, c'est la même banque qui finance l'ensemble des projets, parce qu'ils ont aussi compris l'intérêt qu'il y avait sur cette approche globale. Alors effectivement, on multiplie des facteurs de risque, mais on multiplie aussi des potentiels de réussite. Tous ces éléments de complémentarité, de boucle vertueuse, de commercialisation en commun, de mutualisation de matériel, tout ça, c'est aussi quand même des facteurs potentiellement favorables pour chacun des projets. Dès le départ, nos agriculteurs se sont rapprochés de leur communauté de communes qui les accompagnent dans leur recherche de partenaires et financements. Ensemble, ils répondent en 2013 à un appel à projet du ministère de l'Agriculture qui veut mettre en avant des pratiques innovantes et collectives engagées sur leur territoire. Et bingo, nos agriculteurs figurent parmi les lauréats. Mais malgré les aides obtenues, leur financement n'est pas encore complètement bouclé. Sur l'état d'avancement des différents projets, je sais pas, Franck, si tu veux dire un mot sur les poulets de chair. Nous, on attend l'accord officiel des subventions, c'est ce que la banque réclame pour pouvoir lancer les travaux. On en est là, théoriquement, donc les bâtiments devraient se monter pendant l'hiver, janvier, février. S'il n'y a pas de neige. S'il n'y a pas de neige. Gaël, sur le maraîchage, lui, c'est tout validé. Par contre, il ne pourra pas attaquer à monter ses serres cet hiver, parce que c'est trop risqué avec le mauvais temps, donc il attaquera qu'au printemps. Pour le séchoir, il devrait être effectif dans l'hiver, donc hiver ou printemps prochain. Et sur l'aspect ferme-auberge, restauration à la ferme et magasin de vente, je ne sais pas Sylvie si tu veux... Pour pas dénaturer par rapport à ce qui se passe déjà, on voulait faire le petit frère des 2 bâtiments existants. Et dans ce petit frère, il y aurait la partie restaurant et boutique. Et en fait, pour que dans le paysage ce soit pareil, ce soit original, qu'on aille manger sous un bâtiment agricole. On va faire énormément sur la communication puisqu'on a comme pour projet de faire du crowdfunding, financement participatif, notamment sur la partie commune du récupération d'eau, puisqu'on prévoit déjà une défaillance du CG ou de la région, et donc je pense qu'il va falloir, même si défaillance ou pas il y a, il va manquer de l'argent, donc on va être obligé d'aller en chercher. Donc du coup, on va mettre en place un financement participatif pour nous aider à financer ce projet-là. Là, je vous passe les détails, mais je pense qu'on doit avoir la possibilité d'aider votre projet à hauteur de entre 5 et 10 000 euros. On est plus près de 10 000 que de 5 000. Bon, il est vrai que c'est pas ce qu'on vous avait annoncé au départ, parce que nous, on était partis sur l'ancienne réglementation, et puis au printemps, vous allez dire, non, désolé, ce sera pas 40%, mais malgré tout, il reste quelque chose. D'accord. Donc voilà la situation. Ok, non, parce qu'on met le petit logo du Conseil Général depuis 2 ans là, sur les présentations, et c'était savoir si on l'enlevait ou si on le laissait, quoi. Donc on peut compter sur 10 000 euros, quoi. Enfin, c'est entre 5 et 10 000. J'aurais dû vérifier le montant avant de venir. Non, mais c'est... Allez, je vais dire 7 000, et là, je pense que je suis relativement près de la réalité. Mais voilà, c'est 7 000 maintenant. À partir du 1er janvier 2016, ce sera 0. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, pour vous, je serais à votre place, je me dirais, il faut y aller, quoi. C'est le moment. On est sur un caractère pilote, on défriche beaucoup, donc on perd du temps. Et voilà, donc parce que le travail qu'on est en train de faire, il a vocation à faciliter les projets du même type qui vont arriver derrière. Parce que nous, clairement, on a beaucoup trimé pour arriver à construire quelque chose de cohérent et de dur et de stable. Et on va en faire profiter les autres personnes qui auront les mêmes projets sur d'autres territoires ou sur le même territoire à côté, pour que ça soit plus facile pour eux, quoi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la méthanisation et comment s'en servir pour développer un territoire vous est raconté par nos défricheurs. Leur projet fait déjà référence pour les professionnels du monde agricole avant d'être ouvert au public, désireux de découvrir un nouveau visage de l'agriculture quand tout sera terminé. Bientôt.
Les avancées positives, c'est le chantier Meta qui, lui, est dans les temps. Donc on va rentrer en production d'électricité dans 15 jours. Donc ça tarde d'ailleurs parce que là on est en train de brûler du gaz tous les jours, donc ça fout un peu les boules. Le réseau de chaleur, lui, va être opérationnel la semaine prochaine. Donc, nous, notre côté, le GAEC, par rapport aux autres, le maraîcher et Franck avec les volailles, on est pile poil dans les temps, quoi. C'est l'herbe d'une plantation de myrtille et c'est la tonne d'une journée. L'herbe avant, j'en faisais un tas. Elle était perdue, en fait. Perdu. Donc là, du coup, maintenant, il la ramasse et puis ça va méthaniser, en fait. Je vais en avoir 10 fois, largement 10 fois comme ça dans la saison. Après, voilà, le deal, c'est gagnant-gagnant, quoi. Les gens, ils amènent un peu de déchets verts et ils peuvent repartir avec du digesta pour mettre sur les fleurs ou sur les tomates. Parce que le pouvoir méthanisant des déchets de tonte est plus important que le fumier. Ça fait que 24 heures et ça a déjà... C'est 2 à 3 fois plus important que le fumier, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir des déchets verts, en fait. La bonne surprise, c'est qu'avec la mise en route progressive du méthaniseur, on a rempli déjà 3 garages. Et ça démarre extrêmement bien, voire mieux que sur les autres sites où ils ont mis en route des méthaniseurs. Et a priori, ça serait parce que le fumier est bio et qu'il n'y a pas d'antibiotiques dedans. Et que du coup, les antibiotiques ont un effet inhibiteur sur la méthanisation et il n'y a pas d'entrave à la méthanisation du fumier, quoi. En fait, il y a cette pré-porte là qui maintient le digesta derrière, quoi. Sinon, la pression viendrait faire éclater la porte carrément, quoi. Donc du coup là, maintenant, j'ai plus qu'à refermer la porte et rentrer la ration et puis après mettre en étanchéité en gonflant les joints de la porte. Et puis après, pendant 2 mois, on n'ouvre plus le garage, quoi. Et ça va commencer à méthaniser directement, quoi. Enfin, l'oxygène va brûler. Enfin, va disparaître et le méthane va prendre la place de l'oxygène. Je ferme. Nickel. Là, tiens, regarde, Joël, toi, les membranes là, toi, on a mis à brûler là. Et donc là, maintenant, c'est tout étanche. Et donc là, le taux d'oxygène, il va commencer à baisser. Et après, quand ça sera à 0, vous pourrez... Et le taux d'oxygène va baisser, le taux de CO2 va monter, le taux de CH4 va monter. Et là, on va pouvoir commencer à les remplir. Voilà. Enfin, utiliser le gaz, en fait. Oui. Le fumier, à la place d'y mettre directement dans les champs, on y met d'abord dans le méthaniseur. Enfin, on y fait sécher, le jus il sort et on y met dans le méthaniseur qui fabrique de l'électricité. Et après, on peut y remettre dans les champs. Tu sais ce que ça va faire pour le poulailler et pour la serre ? Bah oui, il va y chauffer, avec le moteur. Le moteur il produit de la chaleur et ça va chauffer les serres et les poulaillers. C'est plutôt cool. Comme ça, il y a un peu tout dans le village. Il y a des poulets, il va y avoir des cerfs, une ferme auberge, c'est plutôt bien. Côté bonne nouvelle, ferme auberge est validée par la Chambre d'agriculture. Bienvenue à la ferme, le réseau. Donc ça pourrait être une ferme auberge plancha, ce qui n'existe donc vraiment pas ni en Creuse, ni en Limousin, ni en France. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a pris du coup du retard dans cette élaboration et la construction de cette ferme auberge. On a des problèmes financiers pour la monter. Donc maintenant, les banques, suite à tous nos investissements, ils préfèrent nous voir faire nos preuves. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de ferme auberge dans les 3 prochaines années. Au minimum. Ouais, donc c'est la mauvaise nouvelle. Mais pour rattraper le coup, on veut peut-être quand même essayer de faire quelque chose, vu que le permis de construire est lancé, tout est posé, et qu'on va quand même dépenser de l'argent là-dedans.
peut-être faire quelque chose de provisoire dans l'attente de la construction et de débloquer nos fonds propres, voir si la méta marche vraiment pour qu'elle puisse nous aider à avancer. On est dans une période d'incertitude au niveau agricole, au niveau de la PAC, politique agricole commune. On est en mi-2016, on n'a toujours pas été payé de Z de 2015. Donc on n'est toujours pas le montant. À 40 000 € près, on ne sait pas ce qu'on va toucher. Donc quand vous allez voir le banquier et que vous n'avez encore pas touché la moitié de ce que l'État vous doit, enfin l'Europe vous doit, c'est compliqué pour eux de se projeter dans l'avenir. Et voilà, donc en fait, on est à flux tendu en permanence. Et la méta, on était encore en plus mauvaise position économique pour faire la méta, on y arrivait. Donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas pour la ferme auberge. On va trouver des solutions. Après, on fait que ça, trouver des solutions. Ça fait 3 ans qu'on trouve des solutions. Donc on va y arriver, de toute façon. Malgré toute la surcharge de travail due aux méthaniseurs et aux projets divers et variés, il faut assurer parce que ce qui nous fait vivre, c'est les animaux. Il y a les 130 vaches, les 100 brebis, les cochons, la ferme à faire tourner. Enfin voilà, nous ça s'est pas arrêté, quoi. Donc il y a de l'astreinte, il y a de la surveillance. Mais là, ça commence. Il faudrait que c'est temps que ça se termine, quoi. Là que ça démarre, qu'on ait un peu plus de temps pour refaire. Déjà du temps pour nous et puis du temps que ça soit un peu plus cool en termes de temps de travail, quoi. En ce moment, c'est préparer les clôtures pour pouvoir sortir les vaches qui vont bientôt être mises à l'herbe complètement, quoi. En plus donc du projet des poulaillers et tout ce qui va avec, c'est-à-dire tranchées, agencement intérieur, clôture des poulets aussi, entretien des prairies, écarter les taupes, les piéger aussi, préparation du sol pour la future récolte, quoi. Faut qu'on speed à fond et pour arriver à gérer complètement, quoi. Mais les journées sont très très longues, quoi. Oui. Donc on voit pas trop nos petits. Là aujourd'hui les 7 bâtiments sont montés, le réseau de chaleur est quasi fini, on va dire. Il reste la mise en pression pour pouvoir tout reboucher, tous les tas de terre qu'on voit derrière. Il reste l'agencement intérieur. Les poulets. EDF qui doit faire le réseau fin mai. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines on va dire. Donc eux, ils ont 3 semaines de chantier et plus le consuel, donc on n'a pas l'électricité dans les bâtiments avant 1 mois et demi, quoi. En sachant que les poulets arrivent la semaine prochaine. Donc on va essayer de tirer un câble depuis la porcherie d'Ajoigny pour essayer d'avoir un peu de jus, quoi. Ça va être un petit village. Ouais, presque. Village de bêtes, de l'écume. Voilà. Ils seront bien là, les poulets. Ah oui, ils seront bien, mais l'hiver, je sais pas. Hein. Ils sortiront peut-être pas. Hein. Non. Regarde comme ils travaillent, c'est pour nous faire voir. Ouais, Regarde la vitesse qu'ils vont. Oui. C'est parce qu'on est là. Voilà. Eh oui. Ça va venir beaucoup plus Il y a longtemps que ça serait fini, s'ils avaient toujours travaillé à cette allure, tu vois, à mon avis. Oui. Je voudrais bien que ça réussisse, que ça court, mais ça va. Mais j'ai quand même un doute.
c'est beaucoup de travail. Hein. Ils sont quand même que 2, ils ont la ferme qui est assez grande, beaucoup de bêtes, c'est déjà bien du travail. Et que mon fils leur aide beaucoup, il cherche. Alors, je sais pas, je trouve qu'ils voient un peu grand. C'est une bonne affaire qu'ils font là. Hein. On n'était pas habitués à tout ça, c'est curieux quand même. Hein. Ah oui, avec la chaleur et tout, chauffer les légumes, il y aura des serres, tout, ça sera bien. Ça sera bien, on verra comment ça marchera hein, aussi. Est-ce que vous allez acheter les poulets de votre petit-fils? Oui, je lui ai dit que le premier qui vendrait, ça serait pour moi. Thierry Letellier, lui-même agriculteur sur le plateau de Mille Vaches, est l'un des élus locaux qui soutient le projet depuis le début. Ça reste en terre. Ah oui, j'imagine. Donc là, dans un bâtiment, il y a 300 poulets. La première bande qui arrive, il y en aura 300. Ouais. Après, quand c'est les petits, 600. Ah oui. On peut même en mettre jusqu'à 800. Ah oui, d'accord. En restant dans la norme. Ouais. Et vous avez commencé à aller voir un peu les clients? On a commencé. Parce que là, les poulets, donc ils arrivent à 1 mois, ils vont pas rester là très très longtemps. Ils vont rester là combien? Suivant la croissance, ils sortent fin juin, début juillet. Quoi. Ouais. Donc. Ça sera vite là. Hein. Ça sera vite là, oui. Tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est boucherie, supermarché. Ouais. Bon, et vous avez des bons retours. Ça va, là, ouais. Après, un peu sur les marchés. J'imagine qu'ils veulent voir d'abord les produits aussi pour vraiment signer les trucs et se lancer. Il y a des chances. Quoi. Ouais. Pour les banques, il fallait des déclarations d'intention. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, derrière, au niveau tarif et tout, on verra si ça convient. Quoi. D'accord. Donc il reste encore à faire. Hein. Les premiers sont piquetés, donc il y a les sorties du réseau de chaleur. On a fait passer les réseaux d'eau. Donc chaque tunnel, 60 mètres de long, 8 mètres de large. Ouais, 8 de large. Donc ça fait en tout, multiplié par 4. 1920 mètres carrés. Presque 2000 mètres carrés couverts, chauffés. C'est à peu près ce qu'il faut. Hein. En moyenne, les maraîchers, ils ont 1 hectare et 1500 mètres carrés de tunnel. Ici, vu le climat, il y a intérêt à avoir du tunnel. Donc, voilà, les 2000 mètres carrés de tunnel, c'est à peu près... normalement, c'est ce qui permet de sortir une production et un salaire, théoriquement. Quoi. Toi, la différence, c'est que tu vas avoir de l'eau chaude quasiment toute l'année, pas trop cher. Oui, et qui va permettre de réguler un peu la température, parce que là, il fait beau la journée, mais il gèle le matin. T'as des plants de tomates, à chaque coup, elles prennent 2 semaines de retard. Alors que là, simplement, si j'arrive avec le chauffage à maintenir 10 degrés, ça devrait permettre de régulariser un peu la production. Quoi. C'est pas un gros projet de méthanisation, hein. Et c'est que du fumier. Hein. Les projets allemands, ils sont en train de reconvertir leurs terres agricoles pour produire du gaz, quoi. T'as des mecs qui font 50 hectares de maïs, tout passe dans le méthaniseur. Là, c'est pas le cas. Là, on valorise du fumier. Hein. On détourne pas la production, quoi. Au contraire, on produit plus pour les gens. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. C'est un modèle qui est quand même assez exemplaire au niveau environnemental. Et en plus, ça nous permet, nous, communauté de communes, de valoriser 300 ou 400 tonnes de déchets verts qui vont être mis dans le méthaniseur. Ça va faire économiser à la collectivité de l'argent, du carbone, puisque tout ça c'était transporté dans une centrale dans l'Indre, donc à plus de 100 km d'ici. Et donc voilà, c'est ça aussi qui nous fait participer avec intérêt à ce projet. Indépendants mais complémentaires, nos agriculteurs sont obligés de s'entendre. S'ils devaient se brouiller, leurs liens ont été contractualisés pour garantir l'activité de chacun et de l'ensemble. Là, il me manque les tuyaux d'irrigation pour pouvoir planter les tomates.
Et puis après, en termes de fonctionnement, ça va être du temporaire. Il va falloir que je pique l'eau à Franck et que je pique l'électricité à Joanie. Mais bon, heureusement qu'il y a des voisins sympas à côté. Donc bon, voilà, malgré tout, ça devrait quand même me permettre de planter un tunnel de tomates pour cette année. Pas trop rater le début de saison. C'est un peu tard, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Normalement, la serre de tomates, je devrais être à peu près à 2-3 tonnes de production. Donc là, cette année, je prévois de faire un marché à Faux-la-Montagne. Et ensuite vente directe et si possible démarrer les livraisons vers épicerie, cantine, restaurant. Il y a quelques contacts, mais il faut que tout ça se mette en place. C'est pas forcément facile en fait tant qu'on n'a pas du concret. C'est soit des déclarations d'intention, soit des a priori du genre ça va être cher, on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors qu'en fait sur de la tomate, sur de la bonne tomate, moi je peux être à peu près à des tarifs corrects, je pense pour de la restauration s'il y a des volumes suffisamment importants. Leurs efforts pour produire localement et en bio vont-ils être suivis par les collectivités pour les cantines de leurs établissements publics? Les écoles et collèges s'y engagent peu à peu, mais nos agriculteurs aimeraient bien remplir aussi l'assiette du lycéen. Un volume important pour eux sur ce territoire de faible densité. Mais au lycée d'Aubusson, par exemple, le proviseur Jean-Louis Delarbre, également chargé de l'économie à la communauté de communes, est de son côté contraint par son budget de 2 € par assiette. Le bovin, tout de suite, on arrive à se fournir localement. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur du bio, mais comme tu le dis, sans doute qu'on pourrait s'y rapprocher et justement peut-être regarder ce qu'on peut travailler ensemble. C'est vrai que sur les autres produits, la différence est énorme encore. Sur des produits comme le porc, la volaille, il y a encore une différence énorme. Donc comment alors je ne sais pas si vous plairez à réduire vos coûts, mais nous, comment aussi on peut acheter plus cher. Mais il faut changer aussi la façon de cuisiner pour arriver à notre objectif qui est de bien manger et de manger des produits localement. Disons par sécurité ou par facilité, je ne sais pas, peut-être les deux à la fois, on est allé vers des produits tout prêts ou préfabriqués où on avait juste de l'assemblage. Voilà, c'est le métier a sans doute évolué et il faut maintenant redétricoter un petit peu tout ça et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc refaire de la purée traditionnelle, enfin de façon d'écraser les pommes de terre et rajouter ce qui va bien dedans. Et dans les collectivités, certaines collectivités, ça avait disparu. Par exemple, donc il faut apprendre l'éplucheuse de pommes de terre, c'est pareil, elle était au placard. Alors après, il y a des choix à faire le jour où on mobilise un peu plus de personnel sur ces tâches-là. Il faut peut-être compenser sur les entrées ou les desserts sur des choses plus préfabriquées, si j'ose dire, je sais pas. C'est tellement, on est vraiment dans le summum de la gestion capitaliste quand on. C'est pas une critique, c'est un peu une observation, c'est-à-dire que tout est vraiment très pour faire des économies. On parle pas forcément du bien-être, on est vraiment dans l'optique d'économie, de repas moins chers et de la bonne gestion et toujours en train de tirer le prix vers le bas, quoi. Non, loin de moi l'idée de vouloir à tout prix vous faire baisser les prix, de négocier les prix au plus bas possible. C'est pas ça l'objectif. Parce que qu'est-ce qu'on perdrait? On perdrait l'objectif premier, qui est de dire faisons vivre des gens sur notre territoire qui seront les parents de nos futurs élèves, etc. Donc, si c'est ça, si c'est vous mettre à genoux pour que vous déposiez le bilan après, on aura gagné quoi? On aura tout perdu. Donc, c'est cette rencontre qu'il faut trouver. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, 30 ans de mauvaises habitudes font qu'on ne balaye pas tout ça facilement. Là, c'est bon, c'est bon. Le terrassement de la future femme auberge boutique est fait. Et maintenant, il faut quand même du temps et de l'argent. Donc, mais de là, nous verrons l'évolution des travaux. Donc, ce sera quand même plus commode. Voilà, donc, mais je dirais bien 5 ans quand même.
Là maintenant, on va un peu se calmer et voir comment ça marche ici pour investir au fur et à mesure dans la construction des murs. Ça sera plus d'un seul coup, ce sera au fil des années, toujours une petite évolution. Donc là, c'est la partie bar et casse-croûte. Donc on a fait cette petite partie pour justement accueillir les visiteurs du site. On a fait beaucoup de visites cet été et du coup on n'avait pas encore de lieu pour les recevoir après la visite, donc juste merci, au revoir et bonne route. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas discuter autour d'un café. Et cette petite partie casse-croûte, c'est donc un petit prototype de ce qu'on aura par la suite. Donc toujours avec mon petit système que j'affectionne particulièrement, la plancha. Là elle est électrique, hein, mais la prochaine fois elle sera bioéthanol. Mais pour démarrer, voilà, voir ce que ça donne. Comme ça, en même temps aussi d'avoir fait ce bâtiment éphémère, ça nous permet de mieux construire le suivant et de voir les défauts de ce qui fonctionne pas, ce qui va évoluer. Donc le négatif devient du positif. Moi, ça me va. L'ouverture du magasin de producteurs, même éphémère, arrive à temps. Car la chaleur que Joanie vend à bas coût à Franck et Sabrina a bien profité à leur première volaille. Mais à présent, ils ont du mal à en vendre comme prévu une centaine par semaine. Gaëlle a privilégié la production de tomates et de pommes de terre, mais son chantier est très en retard. Sans utilisation du méthaniseur, c'est une vente de chaleur en moins pour Joanie et des tomates un peu tardives pour Gaëlle. J'ai commencé à récolter quelques tomates à partir de mi-juillet. J'ai commencé à en avoir suffisamment pour en vendre par-ci par-là début août. Et j'ai eu mon pic de production début septembre. Ça fait quand même très court, quoi, parce que là, on est mi-septembre et déjà la production est en train de chuter et les gens ont moins envie de manger des tomates qu'il y a un mois, quoi. Donc la méthanisation et le chauffage, normalement, ça devrait permettre d'élargir un peu la saison de production et surtout d'arriver un peu plus tôt sur le marché au moment où les gens ont envie de manger des légumes d'été, quoi. Même quand je récoltais 100-120 kilos de tomates tous les 3 jours, j'ai réussi à les vendre en fait. Et il y a quand même une très grosse demande, que ce soit des particuliers ou des professionnels. En fait, les maraîchers qui sont dans le secteur, a priori, vont pas trop vers les restaurants, les cantines ou les épiceries, quoi. Bon, ça permet de dégager un petit chiffre d'affaires. Ça permet pas de dégager un revenu, ça c'est évident, mais en même temps, ça me permet aussi de commencer à me faire connaître par les clients. Ça me permet de m'installer progressivement, quoi. Mais bon, j'ai hâte que ce soit l'année prochaine, que tout soit monté et que je puisse vraiment m'occuper des cultures, quoi. Ça va aller pour toi aussi? Ouais, ça a été, donc tu m'apportes ce qu'on avait prévu. Ouais, 2 fois 5 kilos de tomates cerises. Ok. Voilà. Ouais, c'est pas mal parti. Les gens sont contents. Ouais. J'ai des bons retours. Bon, ça fait plaisir. Ouais. Parce que elles sont quand même plus chères que les autres et malgré tout. Ouais, puis bon, c'est vrai qu'au niveau goût, ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà, donc j'ai des super retours. Tu m'as amené aussi les tomates cerises. Ouais, voilà. Ah, bah, elles sont belles. Ouais. Ok, bah, je vais les mettre là. Okay. Super. Voilà. Puis là, le beau temps revient, donc ça devrait repartir un petit peu. Ouais, puis ça devrait mûrir aussi. Ouais. Bon, ben on s'appelle fin de semaine, on se fait un jus. D'accord, ça marche. Allez, bonne journée, salut. Un marché, ça prend une demi-journée. Sur un marché où il y a du monde en été, ça fonctionne bien. Sur un marché d'automne où je sors 38,50 € de chiffre d'affaires, pour 4 heures, ça fait un peu léger, quoi. Et voilà, du coup, ça fait 5,25. Merci. Bon, après, c'est important malgré tout d'être sur les marchés parce qu'il y a besoin d'une présence. Parce que si plus personne va sur les marchés, il n'y aura plus de clients non plus. Ça participe aussi d'une démarche plus globale. Mais bon, quelquefois, c'est un peu dur, quoi. Et surtout, ça prend du temps. Sachant que je ne suis pas vraiment en avance sur le montage des tunnels, sur la taille des tomates, sur la récolte des pommes de terre.
Donc il faut jongler un peu sur le temps. Et si on arrive à commercialiser ensemble, notamment avec le magasin de producteurs ou à livrer ensemble, tout le temps qu'on peut gagner, c'est du temps qui va être libre pour faire autre chose. En attendant l'agrément qui les autorisera à abattre eux-mêmes leurs volailles, Franck et Sabrina sont obligés de les emmener à l'abattoir le plus proche, à 2h30 de route de chez eux. Le coût de l'abattage nous ponctionne une partie de notre marge. Donc derrière, c'est pas forcément rentable. On perd pas d'argent, mais dans l'immédiat, on n'en gagne pas non plus énorme. On peut pas prévoir la commercialisation. Donc on achète des poussins d'un jour 4 mois à l'avance. Donc on ne sait pas du tout les ventes, la quantité qu'on peut vendre derrière. Et suivant la saison, l'été ça allait, maintenant on arrive à l'automne. Heureusement qu'il y a un peu les collectivités. Sinon, on a eu beaucoup de déclarations d'intention sur les boucheries ou supermarchés. Enfin, en majorité les bouchers, en gros c'est le prix qui ne convenait pas. Oui. Et le plus gros des volumes, c'est la rôtissoire. Et la rôtissoire, c'est la qualité moindre. Et du coup, en tarif, ça passe pas du tout, quoi. On doit passer 2/3 de ce qui était prévu, oui. À peu près. Donc là, t'as mis combien? 20 seaux, là 24. 24 seaux, 13 kilos par seau, ce qui nous donne 310 kilos. Oui. On compte 3 jours. Oui. Oh bah oui, 3 jours, oui. Ça fait mieux de 100 kilos par jour. Ah, quand même. On va pas calculer le... Non. Voilà. Faut mieux pas. Oui. Cache ton truc là. Bon, on est bon là. Disons qu'on joint les deux bouts. C'est un peu les vaches qui bouchent le trou des poulets tout de suite. Voilà. C'est provisoire. Oui. On va s'améliorer. Les retours qu'on a sur les poulets, tout au moins extra, voilà. Il y en a 2 personnes qui ont dit qu'ils étaient un petit peu gras, mais voilà, il y a vraiment que 2 personnes. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Et sur les canettes, il n'y a pas d'ouverture. Je viens de passer la paille dans la pailleuse, de façon à faire le lit des petits poussins d'un jour, qui soient bien douillés. Je mémorise ma température de consigne que je souhaite. Donc là, 32 degrés. Je le valide. Et l'aérotherme doit se mettre en route dans les secondes qui suivent. Les déchets verts de Gaël reviendront bientôt à la terre après leur passage dans le méthaniseur. Car Joigny a lancé des analyses pour mieux connaître les propriétés particulières du digestat, le résidu de la méthanisation. Utilisé comme fertilisant, le digestat pourrait permettre un rendement de leur culture bio de céréales et de légumes équivalent à celui de l'agriculture conventionnelle et ses engrais chimiques. De quoi améliorer la compétitivité de leurs exploitations, renforcée par l'utilisation du séchoir. Le séchoir, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser la chaleur pendant que les autres activités utilisatrices de chaleur ne l'utilisent pas. Donc l'idée, c'est d'utiliser la chaleur l'été, le printemps et à l'automne. Donc on peut sécher un peu tout, hein, c'est un séchoir multifonction. On l'a voulu comme ça, donc on peut sécher des plaquettes. Alors les plaquettes bois qui peuvent servir soit pour nous, pour alimenter la chaudière à plaquettes qui vient en complément sur le réseau de chaleur du méthaniseur, pour sécuriser la pro en chaleur. Soit alimenter des chaufferies collectives du territoire, ou sinon on peut sécher des céréales. Mais l'objectif principal, c'est de sécher de la luzerne et du trèfle violet pour augmenter l'autonomie alimentaire sur notre exploitation. Une des problématiques en bio, c'est les protéines, et ça coûte très très cher. Et donc l'objectif, c'est d'être autonome le plus possible. Et le séchoir va nous permettre de viser l'autonomie en protéines en fait, puisqu'on va pouvoir récolter les fourrages riches en protéines beaucoup plus tôt et pouvoir les sécher et éviter les pertes au fanage et au ramassage.
L'idée avec le site qu'on a, c'est de faire venir les gens. Ouais. Parce que, non mais le kilomètre que tu n'as pas fait, voilà, et le temps que tu n'as pas passé à perdre sur la route et à vendre sur un marché, voilà, si on peut vendre, pas la totalité, parce que tu peux pas, mais si tu peux vendre plus de la moitié de la production sur place, c'est quand même vachement mieux, quoi. Oui. Oui, oui. Il faut y arriver. Hein. Bah non, il va pas s'envoler avec la tempête celui-là. C'est un arbre. Il est trop bien. Ah bah ouais. Il va tenir. T'as encore amené des tomates à l'apéro, toi? Bah oui, j'ai que mais ça. On les a pas fini. Bon, du coup, t'as quoi? T'en vas mettre dans la boutique dans la semaine ou la semaine prochaine? Des tomates. Tomate patate. Tomate patate. Basilic, mais bon. J'arrive pas à le passer, le basilic. À part les restos et un peu les gens en commande, mais sinon, non, les gens en bouffent pas trop. Et toi, tu vas presser de la tomate pour faire des coulis ou des trucs comme ça? Ouais. Là, tu vas en mettre du basilic? Ouais. Hein? Non, mais le coulis, après, je sais pas si j'en ferai au labo, quoi, parce que j'ai pas les verrines, j'ai pas la recette, j'ai rien. Ah, mais les verrines, on les a, nous. La recette, elle est facile à trouver, hein, c'est pas... La recette, tu mets des tomates, du basilic, et puis t'attends, quoi. Oui, mais attends, mais nous, on peut mettre aussi... on peut faire de la bolognaise, hein. Bah, ça mériterait de faire des essais, ouais. Ça, tomate à coulis, c'est possible. Enfin, en gros, tous les écarts de tri, celles qui sont un peu petites, un peu tachées, je les vends pas... je les vends soit pour faire du coulis ou... En dé ou alors en pelé. Ouais. Mais les pelés, si t'as pas une machine, c'est... Ton hiver va être long. Tu vas tellement t'ennuyer. Et là, je prendrais bien des vacances un peu. Comment ça? Ah bah attends.